Cozinha do Abraço, a força que nutre, revoluciona, regenera e pacifica. Mesa São Paulo. É um prazer e para nós trazer alguém aqui. Eu vou ler o currículo dela, mas que trabalha o produto, defende o alimento de uma forma diferente. É uma experiência que nós precisamos conhecer também. Desde 2012, Célia Tunk é secretária-geral do Collège Culinaire de France, entidade associativa independente que tem como objetivo a defesa de alternativas à industrialização e padronização de alimentos. É isso que eu estou falando para vocês. Lá embaixo você tem diversidade. Aqui nós não temos uma coisa, temos milhares. Criada por 15 chefes franceses, 12 deles com 3 estrelas Michelin, a associação reúne hoje 1.800 restaurantes e 1.000 produtores na França. Olha o link direto, como a França respeita a sua gastronomia. É o produtor e os chefes. No cargo, teve a chance de conviver com os maiores nomes da gastronomia francesa, entre eles Joël Robuchon. E outros, né? Muitos outros. Enfim, com vocês, Célia Tunk. Bonjour à tous. Désolée de ne pas être capable de parler en portugais devant vous. Il y a 3 semaines, mon amie Alessandra Montagne, que vous avez vue sur scène juste avant moi, m'a appelée en me disant, j'organisais un gros événement avec des producteurs, des artisans, des restaurateurs de toute la France, et elle me dit, mais en fait, ton événement avec tous tes producteurs en France, c'est pas le 3 novembre. Je fais, non, c'est le 3 octobre, c'est dans 5 jours. Elle me dit, mais du coup, qu'est-ce que tu fais le 3 novembre? Je lui fais, elle me fait, tu viens avec moi au Brésil, tu viens parler sur Messa, tu vas voir, c'est le plus gros événement au Brésil, et ce sera l'opportunité de raconter ce que tu fais en France. Donc merci de m'accueillir ici. Désolée de le faire en français, parce qu'en 3 semaines, apprendre le portugais, c'était un petit peu juste. C'est la première fois que je viens au Brésil, et je suis arrivée il y a 3 jours. Et j'ai constaté quelque chose, c'est qu'en Brésil comme en France, on voit fleurir à tous les coins de rue, en tout cas à Sao Paulo, des chaînes de restauration, des marques de l'industrie agroalimentaire, les mêmes qu'en France, exactement les mêmes problématiques. Et j'ai l'impression que si on partage quelque chose aujourd'hui, en France, au Brésil et malheureusement partout dans le monde, c'est cette industrialisation massive. Donc aujourd'hui, si je suis devant vous, c'est pour vous raconter l'histoire de 3000 artisans en France qui ont décidé de se prendre en main pour justement montrer qu'on pouvait être une alternative à cette industrialisation et standardisation de l'alimentation, du goût, de la restauration et des méthodes de production. Il y a 10 ans, comme l'a expliqué Georges, en fait il a un petit peu tout dit avant que j'arrive, 15 chefs français de renom, parmi lesquels effectivement Alain Ducasse, Joël Robuchon, Guy Savoy, Paul Bocuse, Anne-Sophie Pic, ont fait un constat en France que 80% des restaurants, malheureusement, servaient de la nourriture industrialisée. Alors ça veut dire quoi de la nourriture industrialisée? Ça veut dire que ce sont des restaurateurs qui n'ont pas de formation en restauration, qui n'ont aucune passion pour la restauration, qui vont acheter dans des supermarchés spécialisés pour les restaurateurs des plats déjà préparés, qui vont réchauffer dans un micro-ondes, servir sans passion, parce qu'imaginez le service d'un produit comme ça, sans âme, personne n'a d'amour pour ça. Et aujourd'hui, malheureusement, enfin il y a 10 ans en tout cas, quand les chefs fondateurs du Collège culinaire de France décident de monter le Collège culinaire de France, et ben c'est ça la gastronomie dans un pays comme la France. Et ils se disent, c'est pas possible, nous on a la chance d'avoir de la visibilité, d'avoir une image, pourquoi ne pas mettre notre image au profit de tous ceux qui font la gastronomie en France? Et la gastronomie, c'est pas que la haute gastronomie, c'est pas que le fine dining. La gastronomie, c'est tout le monde, de la terre à l'assiette,
qui fait justement cette gastronomie, cette diversité de la gastronomie, parce que justement l'industrie, ce qu'elle essaye de faire, c'est unifier, homogénéiser les goûts, quand justement l'artisanat essaye de promouvoir la diversité. L'industrie, elle essaye, vous rentrez dans les chaînes de fast-food avec un grand M qu'on voit partout, que ce soit à Paris, ici, à Sao Paulo ou en Asie, et bien tout aura le même goût. La diversité de l'artisanat, c'est que peut-être qu'aujourd'hui, un produit, il va voir, tout à l'heure, vous goûtiez des tomates, peut-être que la tomate, aujourd'hui, elle a ce goût-là, et dans un mois, elle aura un goût différent. Non seulement parce qu'il y a des périodes de saison, mais aussi parce qu'il y a une diversité de variétés de tomates. C'est ça aussi la promotion de l'artisanat, et c'est ça que les chefs fondateurs ont décidé de mettre en avant. Alors, je crois que j'ai une photo justement de certains chefs fondateurs. Je vous disais aussi, du coup, l'artisanat, enfin, un artisan, finalement, qu'est-ce que c'est? Et je pense que chacun d'entre nous peut avoir une définition de l'artisanat différente, d'un artisan différent. Pour nous, ce qui était important d'expliquer, c'est qu'un artisan, finalement, un restaurant pouvait être un artisan, et je dis bien un restaurant parce que dans un restaurant, on parle beaucoup de chefs, mais il n'y a pas qu'un chef. Déjà, il y a un chef, des cuisiniers, mais il y a aussi des personnes en salle qui font partie de cette chaîne de la qualité très importante quand on parle de la terre à l'assiette. Il y a le producteur, éventuellement, il peut même y avoir un autre artisan intermédiaire. Je ne sais pas si on prend le pain, un boulanger, ce n'est pas forcément lui qui cultive le blé, mais il va y avoir le producteur le blé, il va y avoir l'artisan boulanger qui va travailler le blé, il va y avoir le restaurant qui va pouvoir servir le pain du boulanger qui a travaillé, mais ensuite en salle, il y a la personne qui vient parler au dernier maillon de cette chaîne de la qualité qui est le client et qui lui aussi a une responsabilité, on le verra tout à l'heure. Donc un restaurant est un artisan, un producteur, un maraîcher est un artisan, un éleveur, un pêcheur, ce sont des artisans. Un céramiste, on a vu des très jolies céramiques tout à l'heure ici à Messa en se baladant, un céramiste est un artisan. Et tous ces gens, et même finalement depuis peu, on a des épiceries. Alessandra tout à l'heure vous disait qu'elle avait ouvert une épicerie. Une épicerie ne fabrique pas, mais une épicerie, elle source comme le restaurateur des produits d'artisans pour aussi essayer de promouvoir le fait que quand on est consommateur, on n'est pas obligé de consommer uniquement en allant dans des grandes surfaces qui proposent de tout. On peut aussi faire le choix d'aller dans des boutiques qui ont sourcé des artisans et qui ont fait ce choix-là. Donc finalement, un caviste qui propose des bouteilles de vignerons avec une histoire, une épicerie qui propose des produits de producteurs, d'artisans avec une histoire, ce sont également des gens qui contribuent justement à cet artisanat. Et nous, on aime parler d'artisans militants de la qualité, c'est-à-dire que ce sont des artisans, mais qui se prennent en main pour se dire que finalement, il ne faut rien attendre de personne et que la solution, elle viendra d'eux-mêmes. La solution, elle viendra de personne parce que, comme l'a dit Georges tout à l'heure quand il m'a introduit, le Collège culinaire de France, c'est une association, mais on a décidé d'être totalement indépendant. Indépendant de quoi? Des financements de l'industrie, parce que malheureusement, il y a beaucoup d'associations qui existent et qui sont financées par ces industriels, parce qu'il faut un modèle économique pour vivre quand on crée quelque chose. Et je vais vous dire qu'avec les noms de la gastronomie que je vous ai montrés tout à l'heure, qui en France sont des gens très très connus, on a eu beaucoup de marques industrielles qui sont venues nous voir en nous disant « si vous voulez, on va vous aider à financer des événements ». Non, on n'en a pas voulu. Et indépendant aussi du gouvernement, qui malheureusement, quand ils essayent de faire des choses pour des producteurs ou des restaurateurs, sont toujours un petit peu à côté de la plaque. À côté de la plaque, pour vous donner deux exemples, il y a quelques années, je vous expliquais le problème de la gastronomie où 80% des restaurants en France est tout industrialisé. Eh bien, ils ont décidé de faire une loi sur le fait maison avec un espèce de petit logo, c'est une casserole avec un petit chapeau. Malheureusement, il y a une liste d'exceptions qui est tellement grande, parce que par exemple, vous pouviez, la pomme de terre, vous pouviez l'acheter déjà prédécoupée à partir du moment où elle était cuite sur place, ça suffisait. Un steak pouvait arriver déjà haché à partir du moment où vous le cuisiez sur place, ça pouvait passer. Et le pain, vous pouviez l'acheter chez le boulanger, et les condiments, vous pouvez les acheter tout préparés. Une fois qu'on a dit ça, un hamburger de la grande chaîne avec le M, finalement, elle correspondait à tous les critères du fait maison, parce que les frites sont cuites sur place, le steak est cuit sur place, le pain, il vient d'ailleurs, et la sauce, elle a le droit d'être ailleurs. Donc vous montez un hamburger, c'était du fait maison. Donc c'était complètement à côté de la plaque. Pareil, ils ont fait une loi sur l'artisanat. On pouvait devenir maintenant artisan-restaurateur. Pour être artisan-restaurateur, il fallait être moins de 11 en cuisine et en salle. Moins de 11. Alessandra, je ne sais pas combien vous êtes dans l'équipe de Nosso. Vous êtes plus que ça? Donc tu n'es pas un artisan non plus. Voilà.
C'est ridicule. Quand j'ai raconté cette histoire à Joël Robuchon et à Alain Ducasse, qui ont des brigades immenses, encore plus grandes que chez Alessandra, ils m'ont dit « Non, mais ça veut dire quoi? Si nous, on n'est pas éligible à ça, ça veut dire que finalement, ce sont nous les industriels. » Donc les lois qui ont été faites malheureusement par l'État n'ont pas été suffisantes pour répondre à la problématique. C'est pour ça que les artisans ont décidé « Ok, on n'attend rien de personne ». Et on fait nous-mêmes, on se fédère nous-mêmes pour faire quelque chose. Donc un artisan, c'est ça. Et un artisan, c'est aussi quelqu'un qui a des convictions, qui est convaincu justement qu'il n'y a pas de petits producteurs et de grands chefs. En France, on aime bien utiliser des petits noms. Alors le producteur, pour qu'il soit bon, il faut qu'il soit petit. On parle beaucoup de petits producteurs. Par contre, les chefs, c'est des grands chefs. Non, le chef et le producteur, ce sont tous des artisans et ils sont au même niveau. Il n'y a pas de niveau hiérarchique. Même entre restaurants, chez nous, au Collège culinaire de France, il n'y a pas de hiérarchie. Pour la hiérarchie, il existe des guides, on en pense qu'on veut, qui font des hiérarchies sur des critères donnés. Nous, on considère que quelqu'un qui fasse, tout à l'heure vous aviez quelqu'un qui vous parlait de pizza, qu'on fasse une pizza, qu'on fasse une restauration plus modeste, plus simple, qu'on fasse une restauration dans un palace plus luxueux avec des produits plus luxueux, à partir du moment où vous travaillez en collaboration avec d'autres artisans, et en prenant soin de faire travailler des producteurs, des artisans, de faire attention à vos équipes, de faire attention aussi à l'environnement. Aujourd'hui, on ne peut plus monter un restaurant en pensant qu'à sa personne. On doit penser à ses équipes, on doit penser à ses producteurs, on doit penser évidemment à ses clients et on doit penser à la planète. C'est ça un artisan militant et c'est ça les convictions que doivent avoir un artisan militant. Et aujourd'hui, c'est ça que font les 3000 artisans qui sont à travers toute la France, à travers tout le territoire français. D'ailleurs, pour nous, cette notion de territoire, elle est importante parce que la France est un pays tellement plus petit par rapport au Brésil, mais même dans un pays petit comme le nôtre, on n'a pas un territoire, on a des territoires. Alors qu'est-ce que c'est que le territoire? Je vais vous l'expliquer, en tout cas notre définition, mais avant je vais laisser parler je vais vous passer une petite vidéo, c'est un des chefs fondateurs du Collège culinaire. C'est peut-être pas le plus connu pour vous ici au Brésil, c'est quelqu'un qui s'appelle Michel Guérard, qui va fêter ses 90 ans l'année prochaine, qui est un des pères fondateurs de la nouvelle cuisine dans les années 70, et qui a 3 étoiles au guide Michelin depuis bientôt 50 ans, ou 50 ans même. Les territoires, c'est la vie. C'est notre vie. On vit dans un endroit habité par des gens qui peuvent donner à ce territoire les moyens d'y mieux vivre. Par exemple, quand je suis venu dans les Landes, je suis venu par amour. Mais si j'y suis resté, c'est par amour, certes, mais c'est grâce à l'amour que m'ont porté les Landais, spontanément. Donc les territoires peuvent être des machines à mieux vivre. On peut se poser des questions. Pourquoi le collège culinaire n'est pas existé plus tôt? Quand même capital, important, de remettre en place une réflexion sur notre métier qui est excitant au possible. Donc ces territoires, même dans un pays comme la France, qui est un très petit pays par rapport au Brésil, la France, ce n'est pas un territoire. La France, c'est des territoires. Pour prendre l'exemple peut-être de noms de vins et de régions viticoles, vous avez peut-être entendu parler des vins de Bordeaux, des vins de Bourgogne, des vins d'Alsace. Hier, on était dans un restaurant, on nous a servi un vin d'Alsace. Et bien aujourd'hui, les territoires, c'est ça, mais pas que ça. Parce que les territoires, souvent, quand on parle de territoire, on pense à des frontières géographiques. Mais pour nous, au Collège culinaire de France, le territoire, il n'a pas de limite géographique. Le territoire, c'est celui que chacun des artisans a décidé de se créer. Aujourd'hui, vous pouvez être cuisinier. Alessandra, son territoire, son restaurant est à Paris. Elle a des origines, elle a une histoire. Et bien son territoire, c'est celui qu'elle a décidé de se créer, celui avec lequel elle a envie de travailler. Oui, elle travaille avec des artisans de sa région d'Île-de-France à proximité de chez elle, mais est-ce que ce serait dommageable finalement d'aller travailler aussi avec un artisan du Brésil? En France, on parle beaucoup de locavorisme, c'est justement la capacité à travailler avec des gens près de chez soi. Évidemment qu'il faut travailler avec des gens près de chez soi, mais il ne faut pas non plus s'empêcher, quand on a une histoire, de pouvoir aller chercher un petit peu ailleurs et de faire vivre d'autres producteurs, d'autres artisans qui correspondent à ses convictions. Ben pour nous, le territoire, c'est ça, c'est celui qu'on a décidé de se construire,
Ça veut dire que chaque artisan, chaque restaurant, chaque producteur, il a sa propre boussole et il décide de dessiner le contour de ce territoire. Ça veut dire que pour vous tous, restaurateurs, producteurs, artisans, futurs restaurateurs, parce que je crois qu'il y a beaucoup d'étudiants aussi dans la salle, vous avez des opportunités énormes de créer, de constituer, de définir votre propre territoire. Il faut juste savoir qui vous êtes et qui vous avez envie d'être. Parce que je pense que l'autre point commun entre chaque artisan, c'est aussi d'avoir sa propre identité et de définir sa propre identité. Et c'est très important pour avancer. Donc ces territoires, c'est l'occasion notamment de coopérer entre soi. Coopérer parce que la coopération, finalement, c'est ce que l'industrie, elle ne peut pas faire. Et c'est ce qu'entre artisans, on peut être capable de faire. Et c'est ce qui apporte de la valeur ajoutée. Coopérer, c'est travailler avec son producteur, c'est accepter de ne pas écraser son producteur et d'aller lui dire, par exemple, écoute, moi, pour réussir en tant que restaurateur, j'ai besoin que tu me vendes le produit moins cher. Non, tout le monde a le droit de vivre et tout le monde doit gagner. Une coopération, justement, c'est quelque chose qui est gagnant-gagnant. Aujourd'hui, pour être fort, il faut coopérer, il faut réussir à gagner. Je vais vous raconter deux histoires, justement, qui vont vous montrer que ces coopérations et ces relations entre personnes, elles peuvent être finalement vecteurs d'un vrai modèle économique basé sur l'artisanat et cette coopération. Ma première petite histoire, c'est un producteur de petits pois. Il est dans le sud de la France et un jour, il vient nous voir très embêté. Il fait partie du Collège culinaire de France. Il vient nous voir en me disant « je suis très embêté. Il y a un autre producteur de petits pois qui est à côté de chez moi. Et moi, le petit pois, je le vends 10 € du kilo. Et lui, il a un petit pois qui ressemble beaucoup au mien, et il le vend à 5 € du kilo. Je ne sais pas comment il fait, mais en l'occurrence, si ça continue comme ça, ben moi, je ne vais plus avoir de clients parce qu'il est en train de tuer mon business, quoi. » On va voir le producteur qui vendait les petits pois à 5 € du kilo, et on lui demande « mais tu peux nous expliquer comment tu as fait ton modèle économique pour créer pour vendre le petit pois, pourquoi ton petit pois, tu le vends à 5 €? » Il nous répond, je le vends à 5 € parce que ma voisine sur le marché, elle le vend à 5,50 €, donc je me suis dit que pour être moins cher, j'allais me mettre à 5 €. Ok, très bien. Mais est-ce que tu as calculé le prix de revient de ton petit pois? Alors ça, pour un producteur ou un artisan, généralement, c'est des gens qui savent très bien faire leur métier, qui ont un savoir-faire, un savoir-être, mais le modèle économique, ils ont oublié, et il ne faut pas oublier ça aussi, qu'on soit producteur, artisan, restaurateur, c'est qu'avant tout, vous êtes des entrepreneurs aussi, il faut un business model qui fonctionne. Donc on le regarde, on lui a fait, donc est-ce que tu connais le coût de revient de ton produit? Il me dit, non mais tu ne peux pas comprendre, moi je travaille la terre, il n'y a pas de modèle économique. Je fais, bah, c'est embêtant quand même, quand on vend un produit, il faut bien qu'il y ait un modèle économique. Ayant travaillé avec d'autres maraîchers, on sait très bien que pour un producteur qui cultive la terre, ce qui coûte le plus cher souvent, c'est de cueillir. C'est ce qui prend du temps, c'est ce qui prend de l'énergie, et donc on lui dit, ok, tu as cueilli combien de kilos de petits pois, en combien d'heures, combien vous étiez à cueillir, à récolter? Donc il nous dit, on était 4, on a mis 4 heures, on a récolté 200 kilos, très bien. En France, on a ce qu'on appelle le SMIC, c'est le salaire minimum obligatoire. Donc on lui dit, on va prendre le salaire minimum, on va le multiplier par 4, puisque vous étiez 4. Et là, il commence à nous dire, ah non, dans les 4 personnes, il y a mon père, je ne le paye pas. D'ailleurs, il y avait aussi ma sœur qui est venue aider, je ne la paye pas. Je fais, ok, mais demain, ton papa, il sera peut-être plus là. Ta sœur, elle va peut-être trouver un métier, elle ne viendra plus t'aider, donc il va falloir que tu embauches 2 personnes. Sinon, ton modèle, il n'est pas fiable. On fait le calcul, et juste le coût de la récolte était à 9 €. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en faisant ça, le producteur est en train de biaiser le modèle, de casser complètement le modèle économique. Lui, le jour où il a besoin de remplacer son papa qui ne pourra plus travailler, il ne pourra pas survivre, puisqu'il ne sera pas dans ses coûts. Et en plus de se casser son modèle économique, il est en train aussi de casser le modèle économique de ceux qui, eux, vendent au juste prix. Et en faisant ça, on lui a fait réfléchir, et ces 2 producteurs ont échangé ensemble, ont trouvé des techniques ensemble, et se sont mis d'accord sur un tarif qui soit le juste tarif, qui leur permette à chacun d'entre eux de bien vivre de leur métier, et ça, c'est important. Ça, c'était un exemple de coopération entre 2 producteurs qui peut vraiment les aider à générer de la valeur. Le deuxième exemple que je voulais prendre, et là, c'est un exemple entre un restaurateur et un producteur, c'est l'exemple d'un producteur d'asperges qui fait des très belles asperges. D'ailleurs, il vend notamment aux plus grands restaurateurs de France des asperges vertes,
d'un gros calibre comme ça doit faire 3-4 cm de diamètre. Et par contre, de temps en temps, quand il y a du vent, l'asperge, elle est plus toute droite, toute belle quand il y a du vent. Dans le sud de la France, il y a ce qu'on appelle le Mistral. Et l'asperge, elle se courbe comme ça. Et les chefs, ils en voulaient plus. Ah non, l'asperge, elle est tordue. Dans l'assiette, je la mets pas, personne ne va vouloir la manger. Du coup, il avait beaucoup de pertes, ce qui faisait augmenter le prix des asperges toutes droites, toutes belles aussi. Alors qu'un jour, il y a un restaurateur qui l'appelle et qui lui dit « Mais très bien, fais voir tes asperges tordues. » Ok, moi je vais essayer de faire un plat avec ton asperge tordue. Et bien la personne, elle a réussi à créer un plat avec l'asperge tordue, dans lequel à l'intérieur, elle a réussi à poser un petit œuf qui rentrait pile dans la courbure finalement de ça. Et le plat s'est appelé l'asperge fourchue de Rockhaut. Et bien voilà, c'est ça aussi les coopérations qui doivent exister, parce que ce producteur, il avait du mal à vendre ses asperges, ça rendait les autres asperges plus chères pour les autres restaurateurs, et en plus il avait de la perte. Tout à l'heure, Alessandra parlait de gaspillage alimentaire. Aujourd'hui, c'est vraiment plus possible de réfléchir comme ça. Ces coopérations, elles doivent être bénéfiques à la relation entre les gens, mais aussi au modèle économique de chacun. Et je vous assure que quand le restaurateur a mis son asperge tordue, les gens en salle dans le restaurant, ils avaient une histoire à raconter en leur disant ben voilà, aujourd'hui, l'asperge, il y a eu du vent sur le terrain du producteur, il y a eu du vent, donc l'asperge, elle est tordue parce qu'il y a du Mistral. 2 semaines après, les gens sont revenus et l'asperge était toute droite et les clients ont dit « Ah, il n'y a plus de vent dans le sud de la France ». Eh bien non, il n'y a plus de vent. Les gens ont appris, on a transmis une histoire et cette notion de coopération, c'est aussi ça et c'est une vraie valeur ajoutée. Alors justement, je vous montre, on fait pas mal d'événements pour aider tous ces producteurs, tous ces restaurateurs, tous ces artisans. Ce sont des personnes qui sont sur leur terre, qui cultivent, qui gèrent un restaurant et qui ont peu de temps. Donc ce qu'on a fait pour aider ces coopérations, c'est essayer de les mettre ensemble, de faire pas mal d'événements sur différents formats pour les faire rencontrer. Et ce que je voudrais vous montrer, c'est justement un format d'événement qu'on a créé il n'y a pas longtemps, mais ça, c'est pas du tout ma présentation. Peut-être du son. J'ai souhaité organiser cette journée pour que les chefs du collège et les producteurs du collège se rendent compte du travail fourni par les bergers en estive. Pour que les gens se rendent compte que le prix de ce fromage-là est sous-évalué. L'immersion entre les chefs et les producteurs, ça permet d'avoir un partage de métier, de passion. On aime les produits, on aime la façon dont c'est fait et c'est juste hyper chouette d'échanger tout ça. Bienvenue. Merci d'être là, du coup, c'est cool, c'est chouette. Mais quand je te dis qu'on parle la même langue, en fait, on se retrouve plus ou moins avec les mêmes problématiques, à la fois sur le produit en lui-même, à la fois en tant que chef d'entreprise, en tant que petite TPE, petite structure. Et du coup, c'est toujours méga enrichissant parce que tu vas chercher des idées, tu vas chercher d'autres façons de faire, d'autres visions aussi des choses. Et puis de toute façon, c'est toujours des rencontres. À chaque fois que j'ai rencontré des gens avec qui on a fait des collabs, ensuite sur nos produits, ça a toujours été sur des événements comme celui d'aujourd'hui. Comme ça a pu être sur les marchés complices, sur les dîners complices, sur les grandes rencontres. Donc c'est toujours enrichissant. Ça, c'est juste 2 exemples d'événements qu'on a organisés, où notamment la dernière, on voyait, le premier événement qu'on voyait, c'est chez un berger dans le sud de la France, dans le Pays Basque, à la frontière entre la France et l'Espagne, où on est monté avec d'autres producteurs, d'autres restaurateurs, comprendre aussi à quoi ressemble la vie d'un berger. Vous avez vu le temps qu'il faisait. On arrivait du bord de la mer à Saint-Jean-de-Luz, où il faisait beau, chaud. Vous arrivez là-bas, il habite dans une cahute, on avait monté les brebis, c'est ce qu'on appelle en tout cas, on a monté les brebis sur 25 km, en pleine montagne, on est arrivé là-bas, le berger allait rester là-bas 3 mois. Comprendre aussi comment vivent les bergers, les producteurs, c'est aussi comprendre le prix d'un produit. Et c'est ça qu'on est parti visiter à ce moment-là. La deuxième histoire, c'est l'histoire d'une bière, justement, où ce jour-là, il y avait un producteur qui faisait aussi des framboises. Et du coup, ils ont décidé ce jour-là, en se rencontrant, de faire une bière avec les framboises de cette personne qui est un producteur de framboises qui a
plus d'une centaine de variétés de framboises dans le sud de la France et de créer justement différentes bières avec différentes typologies de framboises et de les commercialiser. Donc ce sont 2 exemples de coopération possibles. Tout à l'heure, je vous disais que c'était une chaîne de la qualité. Il y avait les producteurs, les artisans, les restaurants avec les cuisiniers, les directeurs de salles. Le dernier maillon, c'est quand même le client, et c'est aussi lui qu'il faut réussir à convaincre, parce que le client, s'il ne comprend pas ce que vous faites, s'il ne comprend pas ce qu'on fait, il ne sera jamais là et il a besoin d'être derrière vous. Ce qui est hyper intéressant avec les clients, c'est qu'on a fait un baromètre il n'y a pas très longtemps, et on s'est rendu compte que ce qu'on essayait de défendre au Collège culinaire de France, finalement, c'est ce que le client demandait aussi. 86% des Français sont très sensibles justement aux restaurants et choisissent leur restaurant s'ils valorisent leurs producteurs sur une carte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, on le voit de plus en plus, et pas qu'en France, on va arrêter de marquer que c'est juste le plat d'asperges. Ça ne va pas être le plat d'asperges, ça va être le plat d'asperges de quelqu'un. Ça ne va pas être juste une entrecôte de bœuf, ça va être l'entrecôte de bœuf de tel éleveur ou choisi par tel boucher. Et bien ça, aujourd'hui, le client en France, il est partant, il est d'accord pour le payer, et c'est par rapport à ça qu'il fait son choix. Un tiers justement des Français qu'on a interrogés, quand ils vont dans un restaurant, au-delà de bien manger, ce qu'ils souhaiteraient, c'est que le restaurant leur recommande des producteurs et lui donne les coordonnées, les contacts de ces producteurs. Parce qu'aujourd'hui, le client, il a besoin aussi, le consommateur a besoin de savoir où acheter, comment mieux acheter. Et finalement, un restaurateur, un cuisinier, sa force, c'est de savoir cuisiner, mais c'est aussi de savoir sourcer et sélectionner son produit. Et aujourd'hui, le client, c'est ce qu'il attend aussi. Et 95% des Français choisissent leur restaurant justement parce qu'ils cuisinent des produits de saison. Alors la notion de saison, c'est un vrai sujet. Ça fait 3-4 jours que je suis ici et je me rends compte que la saison dans un pays comme la France ne peut pas être la même saison qu'au Brésil. Et pour nous, en France, on voit souvent des calendriers de saison. Calendrier de saison, ça veut dire quoi? Nous sommes dans l'hémisphère nord. Ça veut dire que de novembre à avril, il fait froid. De avril à août, il fait très chaud. Et puis on commence petit à petit à redescendre. Donc il y a des produits. En plein hiver, on ne va pas avoir de fruits rouges, on ne va pas avoir de tomates, on ne va pas avoir d'asperges, on va manger des légumes racines, par exemple. Au début du printemps, au mois de mars, on va voir arriver justement les premières asperges, et puis au mois d'avril-mai, on va voir arriver les fraises, et on va attendre. Et souvent, on voyait des calendriers de saison très figés. Nous, on a décidé d'expliquer aux gens que finalement, la saison, ça ne pouvait pas être un calendrier, et je pense que c'est d'autant plus vrai dans un pays comme le Brésil, qui est très grand, et donc là où la saison sur le pays s'étale forcément beaucoup plus. Et finalement, la saison, la seule personne qui peut vous indiquer si c'est la bonne saison, c'est votre producteur. Le producteur avec lequel vous travaillez. Parce que selon là où il habite, selon l'année où on est, il y a des fois où il fait... Je crois que d'habitude, on m'a dit qu'à Sao Paulo, il ne faisait pas aussi froid que ça. Au mois de novembre, on est arrivé, il faisait 10 degrés, il pleuvait, alors que la semaine d'avant, il faisait 30 degrés. Sur la production, ça a un impact aussi. Donc finalement, la seule personne capable de vous donner la saison, c'est votre producteur. Donc connectez-vous à votre producteur, parce qu'aujourd'hui, ce que les gens sont en train de demander, ce qu'ils vont de plus en plus demander, et je trouve que pour les jeunes qui sont peut-être en école de restauration, en école hôtelière, c'est intéressant de se dire, c'est que l'avenir, le client dans le futur, il va être de plus en plus demandeur de saisonnalité, d'une identité, et des producteurs avec lesquels vous travaillez, parce que finalement, c'est ce qui va lui donner confiance. Voilà. Pour conclure, je voudrais vraiment... c'est un message, c'est juste pour vous raconter cette anecdote qui se passe en France, mais qui pourrait se passer dans beaucoup d'autres pays. D'ailleurs, notre modèle qu'on a créé en France il y a 10 ans, depuis 4 mois, existe aussi au Japon, puisque les Japonais ont décidé de créer un collège culinaire du Japon pour connecter de la même façon tous leurs artisans sur le territoire. Donc je pense que ce problème d'industrialisation massive de l'alimentation est un problème qui n'est pas lié que à la France ou que au Japon, mais qui existe vraiment dans le monde entier. Et donc le message aujourd'hui, c'est vraiment de vous dire que si en France, ces artisans ont réussi à se prendre en main pour redéfinir finalement ce qu'était la restauration, la gastronomie de demain et les méthodes de production de demain, pour ne pas se laisser standardiser l'alimentation, tout le monde peut faire, et j'espère qu'un jour vous aurez un joli projet comme ça au Brésil. Merci beaucoup.
Je termine juste par vous montrer tout à l'heure, en début de... Comme il me reste 1 minute 52, je vous racontais qu'il y a 1 mois à Paris, on a fait un gros événement avec nos producteurs, nos artisans. Donc c'est juste pour vous montrer en vidéo la grande rencontre de cette année. Merci à tous. Collectif comme les autres parce que le collectif c'est vous qui le faites, c'est vous qui l'incarnez. Célia nous a dit 2 thèmes, le territoire, les artisans militants de la qualité. L'individualité de chacun fait ce collectif, cette masse de connaissances, cette masse d'artisans, de producteurs, d'éleveurs. En tout cas, merci à tous encore une fois, merci de votre générosité et surtout merci de votre talent et merci de votre humanité à tous. On partage quand même les mêmes valeurs. On boit des coups à la grande rencontre avec tous les copains. C'est l'occasion d'échanger avec les collègues et les partenaires artisans de qualité. Ce réseau est vraiment formidable, dynamique, stimulant et ça booste la créativité, c'est passionnant. C'est un échange, c'est un partage, il y a une histoire de transmission et puis ça permet toujours de rencontrer des gens. C'est le respect de la nature, le respect des gens, le respect du produit, des producteurs et de la façon dont on les aborde, ça c'est hyper important. On a une chance folle, c'est qu'il y a des produits merveilleux en France et le collège en est une vitrine incroyable. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Parfait. Thank you. You're welcome. Always.